Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix, c'est de 17h à 19h tous les jours. Et nous, on en a encore un à passer ensemble avec vous. Et puis avec Frédéric Brindel, avant le retour de Philippe David et Cécile de Minibus dès lundi prochain. Oui, on les attend avec impatience. Bonjour à tous. C'est une journée particulière. Il y a eu aujourd'hui un conseil des ministres. C'est assez rare, profitons-en. Alors, il va y avoir une exceptionnelle émission des vraies voix. On vous l'annonce. Déjà hors antenne, ça valait le déplacement. Et puis si vous avez un truc à dire, un coup de gueule, un coup de cœur, ce que vous voulez, vous le savez, le standard de Sud Radio, c'est 0826 300 300. Zach est là pour recevoir vos appels et nous les passer. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Au sommaire de cette émission, on vous pose les questions sur Twitter, vous le savez, vous pouvez voter et réagir. Le grand débat du jour à 17h30, le ministre des Affaires étrangères, les ministres français et allemands, Jean-Noël Barrot et Annalena, on va y arriver, Baerbock, ont rencontré aujourd'hui à Damas Ahmed Al-Shara, le nouveau dirigeant syrien. Ce premier échange entre des responsables occidentaux et le régime syrien intervient après la chute de Bachar al-Assad. Al-Shara se présente comme un islamiste repenti, prônant un islam d'ouverture. Les discussions jugées positives visent à renforcer le rôle de la France dans une Syrie stable et à souligner l'importance des démarches diplomatiques pour la paix et la reconstruction dans le Moyen-Orient. Aussi à 17h30, donc nous vous posons cette question pour le grand débat. Visite du ministre des Affaires étrangères en Syrie. La France peut-elle renforcer son rôle sur la scène internationale? Et notre invité sera Omar Youssef Souleymane, qui est journaliste, poète et écrivain syrien et français, dont le dernier livre, c'est Être français, qui est sorti chez Flammarion. Autre rendez-vous, 18h40, le coup de projecteur. Le gouvernement Bayrou est officiellement au travail. Son premier conseil des ministres s'est tenu ce matin. Mais déjà, la question de sa durée de vie se pose. Objectif, passer l'étape du discours de politique générale le 14 janvier, puis le vote du budget mi-février. L'Assemblée nationale censurera-t-elle? Pour mémoire, le gouvernement Barnier n'a tenu que 90 jours. Et on vous pose la question sur X, vous le savez, je vous le répète, vous pouvez aller voter. Le Conseil des ministres, suite à ce Conseil des ministres, le nouveau gouvernement réussira-t-il, selon vous, à faire mieux que le précédent? Jean Garrigue, notre invité, historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, pour ce coup de projecteur. Et puis vous nous appelez, vous le savez, au 0826 300 300. Et puis pour participer à nos débats, dire ce que vous voulez, évidemment, on reçoit et on va vous annoncer surtout nos éditorialistes du jour. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Ouais, oui. Allez-y, Frédéric. En général, il y avait une petite musique. On attend la virgule. Voilà. Et Philippe Bilger est avec nous, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir, cher animateur. Oui. Bonsoir, Philippe. Petite toux. Même si j'ai un homme plus proche de moi, alors qu'à l'ordinaire, c'est la femme qui est plus proche de moi. Changeons de siège, un peu. D'accord. Voilà. D'accord. Mais ça ne vous... Non, ça ne vous dérange pas trop, ça va, Philippe? Alors, on est avec Françoise de Gois, décidément. Salut les amis. Ça commence bien. Ah bah oui, écoutez, c'est la dernière. Bonjour les copains, ça va? Vous êtes éditorialiste Sud Radio, ça va et vous? Ça très très bien, parfaitement parfait. Quand je disais hors antenne, c'était déjà bien, je pensais un peu à vous, François. Oui, je n'ai rien dit. Écoutez, on me prête beaucoup, on ne prête qu'aux riches, remarquez bien. Et vous en êtes, bien sûr. Alors oui, riche dans le cœur, ça c'est évident. Pour le reste, bon. Et puis une première, les vraies voix. Alors autant Philippe et François sont des plus qu'habitués. Geoffrey Carvalhinho, avec le petit accent Carvalhinho, non? C'est comme vous le souhaitez. C'est comme je le souhaite. Conseiller régional Île-de-France, les Républicains, bienvenue à vous. Merci de votre invitation. Un républicain, on a une victime expiatoire autour de la table. J'ai dû répondre, vous en faites pas. Je suis sûr qu'en plus Bilger va vous aider, donc bon. Oui, mais moi je suis très contradictoire, je suis capable d'aller vers la gauche. Ça s'appelle. Pas jusqu'au bout. Pas trop. Vous êtes dans l'air du temps, Philippe. Mais Vous êtes dans dans l'air du temps. républicaine, la gauche, tout va bien. Ça dépend de quel républicain vous allez me parler. Allez, 0826 300 300, on file au standard. On reçoit Béranger qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Béranger. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue. Bonne année à vous. Bonne année. Merci. Bonsoir. Quelle ville en Dordogne? Sarlat-la-Canéda. Oh, c'est beau, magnifique, Sarlat. est-ce que c'est beau. Très mon très belle Dieu. ville. Moi, je suis fan de Bergerac, là-bas. Mais je suis fan du Périgord de toute façon. C'est une très belle région de France. Alors Béranger, votre coup de gueule, c'est cette crise agricole qui est toujours pas résolue. Oui, je voulais en ce début d'année, parce que comme on était sur une période un petit peu chargée au niveau de la politique du gouvernement, en particulier du gouvernement dernier, voilà, je voulais rappeler que la crise agricole, elle couvre toujours. Enfin, c'est pas qu'elle couvre, c'est qu'elle est, elle est en train de se préparer à l'approche notamment du salon de l'agriculture, et que rien n'a été résolu. Et j'ai deux petites remarques aux gens de gauche et aux gens de droite.
ce que je veux faire remarquer que Michel Barnier a été, on peut dire humilié, le mot n'est pas trop fort, par Ursula von der Leyen qui a signé le Mercosur au nom de la France, enfin de l'Union européenne et donc de la France, dont on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et les agriculteurs se retrouvent sacrifiés, comme s'ils étaient déjà dans une bonne situation, se retrouvent sacrifiés sur l'autel de la mondialisation, de la marchandisation de notre souveraineté, de l'alimentation. Et c'est un vrai scandale. Et ça vient autant de la gauche de l'époque de François Hollande que de la droite de, j'allais dire Emmanuel Macron, mais dont Emmanuel Macron était aussi un collaborateur de François Hollande. Non, Voilà. mais Nicolas Sarkozy, ça fait 20 ans, Mercosur et Chirac. Sur l'humiliation subie par la France avec Madame von der Leyen, c'est une évidence. Et pour le reste, j'espère que la ministre Annie Genevard va faire le maximum pour tenter de complaire autant qu'elle le peut aux agriculteurs, si elle a la liberté de pouvoir le faire avec l'Europe. Ce dimanche, il sera question de poursuivre ou non, d'ailleurs, ce mouvement qui a été déjà entamé il y a quelques mois. Françoise Degois. Oui, après, vous savez très bien que ça fait maintenant 9 ans que Emmanuel Macron dit qu'il n'est pas d'accord, 7 ans qu'il n'est pas d'accord avec comment dirais-je, ce Mercosur. Mais pour le moment, il faut constater que le chef de l'État n'a pas réussi à composer une minorité de blocage. On pensait que ça y était presque avec l'Italie, la Pologne et l'Autriche notamment. Il faut voir comment ça peut fonctionner. Moi, je suis d'accord avec vous. Les petites causes entraînent toujours les grands effets. Effectivement, je me souviens, il y a un an, c'était tellement ridicule et grotesque. Gabriel Attal sur sa botte de paille, en train d'expliquer aux agriculteurs qu'il les avait compris. Il n'y a rien qui a été réglé. Je suis d'accord avec vous. C'est très, très inquiétant. Geoffrey Carvalino, est-ce que la France peut imposer son point de vue à l'Europe ? Déjà, moi, je voulais remercier nos agriculteurs parce que si on a pu se retrouver en famille à Noël, au jour de l'an, lors des réveillons, c'est parce qu'aussi on avait nos agriculteurs qui étaient présents. Moi, je pense que la France, quand elle est forte sur un point de vue intérieur, elle est forte en Europe. Et tout à l'heure, l'auditeur qui nous questionnait parlait en fait de l'humiliation de Michel Barnier. Moi, je pense que c'est pas Michel Barnier qui a été humilié. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a pas su s'imposer sur la scène européenne. Et Ursula von der Leyen a profité de nos faiblesses intérieures parce qu'il y avait tous les débats sur la censure à cette époque-là et c'est à ce moment-là où Madame von der Leyen est partie signer. Mais par ailleurs, si les agriculteurs n'ont pas encore les aides, pourquoi ils n'ont pas encore les aides ? Parce qu'il y a eu une motion de censure votée par le Rassemblement national et la France insoumise, complice d'une autre gauche qui les a suivis. Oh. Et si aujourd'hui... c'est l'effet domino. Si aujourd'hui nos agriculteurs vous savez très bien. n'ont pas leurs aides, c'est parce qu'il n'y a pas de budget. Et donc pour que les aides soient mises en place, comme l'a dit Annie Genevard, la ministre qui est très compétente et qui fait son possible... Elle a été démentie, Geoffroy. Elle a été démentie dans les faits. Excusez-moi, je vous dis juste, moi j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture, donc ce que a dit Annie Genevard est faux et factuellement faux. Ces aides ne dépensent absolument pas puisque c'est le budget qui s'applique et ces aides étaient votées pour le budget de l'année précédente. Donc vous ne pouvez soyez sérieux. Pas du tout. Moi je crois la ministre et on l'a vu tout de suite et même les agriculteurs. Pourquoi ils sont encore en colère ? Pourquoi ils ont encore envie de manifester ? C'est pas à cause de la censure, vous savez, c'est que les aides traînent depuis des mois et des mois. Mais non, mais sérieusement. Si on commence par étouffer la voix du seul républicain qui a... Excellent sujet de Béranger, en tout cas, qui reste avec nous. Vous êtes notre fil rouge, Béranger. Vous restez avec nous. 0826 300 300, vous le savez, chers auditeurs, vous pouvez réagir, taper un coup de gueule, un coup de cœur. Vous n'hésitez pas, parlons vrai sur Sud Radio. Dans un instant, ce sont les 3 mots dans l'actu de Albin Texera. Tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Judith Belair, Frédéric Brindel. Vous êtes bien sur Sud Radio. Il est exactement 17h16. C'est l'heure du réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio. Le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Philippe Bilger, est-ce de l'immaturité politique que d'attacher plus de crédit aux personnalités qu'aux idées, aux dogmes ? Par exemple, confiance en Bruno Lombard, quelle que soit la difficulté de sa tâche, et défiance à l'égard d'Elisabeth Borne. Bruno Lombard ? Éric Lombard. Pardon. Je pensais à quelqu'un d'autre. C'était écrit Lombard. Bruno, mais c'est Éric, bien sûr. Ça fait longtemps d'ailleurs que je ne surestime pas ma conscience politique et
depuis toujours, et sans doute, et c'est un défaut, mais c'est ce qui me permet de dialoguer avec grand plaisir, par exemple avec Françoise, qui est une socialiste, c'est le fait que j'attache infiniment plus d'importance aux personnalités qu'aux idées. Ça relève d'une forme d'immaturité parce que ça ne me paraît pas central par rapport à la chaleur et à l'intelligence d'une personnalité où qu'elle se situe sur le plan politique. Mais à propos de ce gouvernement, j'éprouve le sentiment, et je suis pas le seul, il est apprécié, Éric Lombard, à gauche comme à droite, qu'il y a peut-être des êtres qui, par leur seule présence, par la certitude qu'ils sont en train de travailler pour résoudre presque des équations impossibles, inspire une sorte de confiance aux citoyens. J'en suis là et j'espère qu'il réussira. Elisabeth Borne, on en a parlé à l'instant, ses débuts dans le gouvernement de François Bayrou ne renforcent pas l'estime que j'avais pour elle. Donc finalement, éveiller la conscience politique, ça passe aussi par la manière dont on se présente, etc. Oui, moi j'aime beaucoup Isaac Rabin qui disait, j'ai ce souvenir d'une conférence de presse à Jérusalem où il disait life is attitude, vraiment la vie c'est l'attitude, et je pense que vraiment, alors vous avez, c'est parfait, Elisabeth Borne, une attitude incompréhensible à Mayotte, comme si elle avait pris un coup de soleil en fait, d'une certaine manière, un comportement vraiment assez méprisant, malgré elle, étonnant parce que ça n'est pas elle, et Éric Lombard, incroyable, que personne ne connaît, mais qui fait son chemin en fait petit à petit dans le gouvernement, dans l'opposition. On sent quand même que c'est quelqu'un qui a à cœur de ne pas lâcher le social, Éric Lombard. Il va commencer des consultations à partir de lundi, il va recevoir les différents groupes. Il a dit tout le monde. Il commence lundi. Il commence lundi et on sent bien qu'il a dans sa besace de quoi essayer de satisfaire et de faire rentrer justement des ronds dans les carrés. Moi, c'est quelqu'un qu'on va regarder avec intérêt, je pense, Éric Lombard, alors que c'est finalement celui qu'on regardait le moins dès l'annonce du casting. On était tous avec les 3 anciens premiers ministres, ce gouvernement de ministre de l'Intérieur. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il est apprécié à droite comme à gauche. Bien sûr, absolument. Je n'ai rien entendu dire de négatif. Il vient de la gauche, mais il est parti dans l'entreprise. Voilà. Geoffrey Carvalino, ça pose la question, d'un seul coup, oui, vous avez un gouvernement, on ne connaît personne, il n'y a pas d'expérience, et puis de l'autre côté, oui, il y a que des gros bras, mais finalement, ça se tourne sur eux uniquement. Elle est où la bonne solution ? Moi, je pense que la bonne solution, c'est qu'ils s'attellent à faire voter un budget. Parce que si vous n'avez pas de budget qui est voté très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si on dépasse certains délais, 17 millions de Français vont payer plus d'impôts sur le revenu. 400 000 personnes vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est qui ? C'est les petits retraités, c'est les gens qui sont juste un peu au-dessus du SMIC. Également l'embauche de profs, l'embauche de policiers, les primes des Jeux Olympiques, on parle aussi des AESH, des ATSEM, enfin tout ça a des conséquences. Les collectivités aussi, certaines ont déjà voté leur budget. Nous, à la région Île-de-France, on a déjà fait les économies que nous devons réaliser, mais il y a des collectivités qui ne savent pas en fait quels vont être en fait les crédits qui vont leur être retirés ou les impôts qu'ils vont percevoir. Donc aujourd'hui, il faut très rapidement un budget, même si ça peut être compliqué, on le sait, on est dans une situation très complexe, mais pour avancer, il faut ce budget, parce que sinon, on peut encore se faire dégrader sur les marchés financiers. Ça pourrait coûter très cher à notre pays au niveau des intérêts de la dette, dont on ne parle pas beaucoup. Et là, je pense qu'il faut se retrousser les manches, quelles que soient nos opinions politiques, pour arriver à ce budget. Et ensuite, après, chaque ministre, justement, s'ils ont du poids, ils doivent défendre. Moi, je regarde avec attention Bruno Retailleau et de toute façon, sur la justice, il faut que ça bien sûr, évidemment, c'est le budget, et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est très bien que Philippe Bilger parle d'Éric Lombard, parce que je pense qu'il a à cœur justement de faire ça. Mais pour voter le budget, il faut aussi donner des gages à la gauche, je rappelle, c'est le plus, et donc il va le faire, je pense. On passe aux 3 mots dans l'actu de Albin Texera, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Albin, vos 3 mots dans l'actu sont otage, chouvia et boycott. Otage impliquant 5 personnes vient de se terminer à Arles sans faire de blessés. 3 policiers seront bientôt jugés pour l'homicide involontaire du livreur Cédric Chouvia. Et enfin, les supporters du Paris Basketball décident de boycotter un match contre une équipe israélienne. Les vraies voix Sud Radio.
C'est une prise d'otage spectaculaire qui s'est achevée à la maison centrale d'Arles dans le sud de la France. Le preneur d'otage, un détenu de 37 ans, incarcéré depuis 2015, s'est rendu sans faire de blessés. Il était armé de pics artisanaux qu'il avait fabriqués. 5 personnes ont été retenues au départ, 4 soignants et un agent pénitentiaire. Heureusement, ils sont tous sains et saufs, comme l'a précisé Pierre-Édouard Colliex, préfet de police des Bouches-du-Rhône. Alors les otages, je les ai rencontrés, les 3 infirmières, le médecin, le surveillant pénitentiaire. Quand je les ai vus, ils allaient bien. Donc physiquement, ils n'ont pas été blessés, mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est ce 5 heures de prise en otage comme ça peut laisser des traces et des traumatismes importants. Donc il conviendra qu'on les suive et ils sont en ce moment pris en charge évidemment par les services médicaux. 2 grands moyens ont été déployés tout au long de la journée. Le RAID, soutenu par une quinzaine d'agents de l'administration pénitentiaire, a été mobilisé aux côtés de la police. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a d'ailleurs salué leur intervention en déclarant sur les réseaux sociaux « Merci aux équipes de l'administration pénitentiaire et aux policiers du RAID pour leur intervention ». Cette prise d'otage intervient peu après la visite du garde des Sceaux à Marseille et à la prison des Baumettes, où il avait exprimé son intention de durcir les peines contre ceux qui s'attaquent aux agents de l'État, notamment les surveillants pénitentiaires. Les motivations du suspect ne sont pas encore totalement claires. Selon une source policière, il demandait un transfert dans un autre centre pénitentiaire. Votre deuxième mot dans l'actu, Chouviat, comme Cédric Chouviat, et bientôt un jugement donc dans cette affaire. Ouais, c'est 3 policiers qui seront bientôt jugés à Paris pour homicide involontaire. Ils sont accusés d'avoir causé la mort de Cédric Chouviat, ce livreur à scooter qui a perdu la vie dans un contrôle tendu le 3 janvier 2020. Ce père de famille de 42 ans est mort après avoir été plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête. Selon les magistrats, les policiers ont eu un comportement négligent et imprudent, ce qui a conduit à son asphyxie. Une 4e policière impliquée dans l'affaire ne sera pas jugée, son rôle étant jugé moins grave. Les faits sont tragiques donc. Lors de son interpellation, Cédric Chouviat a répété 9 fois « j'étouffe » en seulement 13 secondes avant de faire un malaise. Il a été hospitalisé dans un état critique et il est décédé 2 jours plus tard, le 5 janvier 2020. Pour la famille de Cédric Chouviat, cette annonce du jugement est une avancée importante. Écoutez l'avocat de la famille, Vincent Brenkhardt, qui s'est exprimé chez nos confrères de BFM TV. C'est une première étape qu'ils attendaient parce que, encore une fois, ça a été un temps très long à pouvoir gérer avec une procédure qui a donné lieu à des actes multiples sans qu'on en comprenne toujours les raisons. Parce que il existe des vidéos, il existe des témoignages qui montrent cette extrême brutalité, l'extrême violence avec laquelle Cédric Chouviat a été tué. Et on peut regretter aujourd'hui qu'il ait fallu tant d'années d'information judiciaire pour parvenir au résultat qui s'imposait, à savoir tenir un procès. Du côté de la défense, l'avocat de 2 policiers a fait appel de la décision de les renvoyer devant le tribunal. Et enfin, le 3e mot dans l'actu, c'est le boycott autour d'un match de basket, Albin. Ouais, nouvelle année, mais toujours le même combat. Dans le conflit entre Israël et le Hamas, le monde du sport reste impacté par la situation au Proche-Orient. Cette fois, ce sont les supporters du Paris Basketball qui ont décidé de boycotter le match d'Euroleague face au Maccabi Tel Aviv, prévu le 16 janvier prochain dans la capitale. Le COP Parisis, qui regroupe les fans les plus fervents du club, a annoncé cette décision hier sur les réseaux sociaux. Voici leur déclaration. Dans le contexte que tout le monde connaît, nous avons décidé avec le bureau de ne pas faire de ce match un match habituel et de ne surtout pas faire comme si de rien n'était. Nous ne souhaitons pas politiser le COP ni créer de clivage dans nos rangs, mais il y a des choses qui vont plus loin qu'un simple match de basket. Les adhérents ont décidé qu'il n'y aurait ni tambour, ni chant, ni bâche lors de cette rencontre. Un choix fort, d'autant plus que le Maccabi Tel Aviv est l'un des clubs les plus prestigieux de cette compétition. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore précisé le dispositif de sécurité qui sera déployé pour ce match. À noter qu'en décembre dernier, le match de Ligue des Champions de basket déjà entre Nanterre et l'équipe israélienne de l'Hapoel Holon avait été brièvement interrompu après l'apparition de drapeaux palestiniens. Françoise de Gouache, j'ai envie de dire, on n'a qu'à boycotter les iPhones, Apple, Waze, les GPS. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, c'est hallucinant. C'est lamentable. C'est de la bêtise totale. C'est de la bêtise
en plus de ça, vous ne savez pas qu'est-ce que vous boycottez. Vous savez, je pense à Noga Eretz, qui est une super performeur israélienne qui vraiment est en train d'émerger comme une des meilleures pop stars israéliennes, qui est boycottée. Tous ses concerts. Elle se fait boycotter. C'est quand même Noga Eretz, c'est quand même typiquement la jeune femme israélienne qui est absolument pour les deux États, qui milite complètement de gauche, qui milite pour les Palestiniens. Elle se fait boycotter, elle se fait lyncher. Je trouve absolument lamentable. Et puis alors la faute d'Herchery, Albin, là, du communiqué, alors là vous me l'encadrez. Hein. On ne veut pas politiser, mais c'est vraiment, ça n'a aucun sens, ça ne crée aucune valeur. Et véritablement, comment vous dire, il faut qu'on en termine avec ça. Je pense également à un très très grand chorégraphe, qui est un des plus grands chorégraphes du monde, Ohad Naharin, qui est le chorégraphe de la Batsheva Dance Company, qui est vraiment... Aussi, il souffre. Ohad Naharin, c'est quelqu'un qui fait danser les Palestiniens, c'est quelqu'un qui a une vision de la paix très puissante, c'est une très grande compagnie de danse, une des plus grandes au monde. Ohad Naharin ne peut même plus mettre un pied en France, alors que ce sont des gens qui militent toute la journée pour un État palestinien. C'est intéressant de voir, Françoise, qu'on ne peut pas avoir une position emplie de plénitude politique. Mais je suis d'accord avec vous, c'est incroyable, on n'arrive pas. Et Noga Eretz le dit, elle a fait une interview, elle a dit mais pourquoi moi? Et pourquoi est-ce qu'on me boycotte, moi? Parce que je suis israélienne. C'est d'autant plus surprenant dans le monde du sport, qui est censé justement sortir de ça, Geoffrey. Bien sûr, je pense que le sport, c'est un vecteur de paix, de rassemblement. Et donc, c'est dommage de réagir comme cela, parce que voilà, on est en France, on a un conflit qui est loin de chez nous. On accueille certes une équipe israélienne, mais le match doit avoir lieu comme tout match en fait. Et justement, en plus, ils vont pas supporter leur équipe, qui en plus n'est pas au mieux en Ligue des Champions. Agir de cette manière, c'est politiser, alors que le sport doit rester un vecteur de paix et de rassemblement. Et on sait que merci Geoffrey Carvaleno. Et c'est dommage que ce soit pas le cas. De rien. Merci. Allez, restez avec nous dans un instant. C'est notre grand débat du jour. Les ministres des Affaires étrangères français et allemands ont rencontré aujourd'hui le dirigeant syrien et leader Ahmed Al-Shahra à Damas, qui se présente comme un islamiste repenti prônant un islam d'ouverture. Ces discussions ont visé à renforcer le rôle notamment de la France dans une Syrie stable et apaisée. Le grand débat à suivre. Nous vous posons la question. Visite du ministre des Affaires étrangères en Syrie. La France peut-elle renforcer son rôle sur la scène internationale? Eh bien, vous dites non, a priori. Oui, d'ailleurs, vous dites non carrément, à 95%. 95%. On sera avec Omar Souleiman, Youssef Souleiman, qui est journaliste, poète et écrivain syrien et français. Très, très beau livre aussi qu'il a écrit, Être français chez Flammarion. Allez, à tout de suite. C'est Alexandre Devey. 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Les vraies voix sont avec vous. On vous fait un petit rappel. On est avec Philippe Bilger, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole. Geoffrey Carvalino, qui est conseiller régional Île-de-France Les Républicains. Il fait sa première ce soir dans Les vraies voix. Ça va, on est sympa. Il a commencé tambour battant. On est sympa avec lui. Oui, François, mais vous l'avez mis tout de suite dans le rythme. Non, mais on ne bisute pas du tout. On est assez sympathique. Eh bien alors, bisoutons-le maintenant. Ah non. Bisous bien sympa, il y a du fond, de la forme et il est sympa. Et il s'adore en plus. Il se trouve super intelligent, il trouve qu'il a de la forme. Sinon, il y a le grand débat du jour aussi. Allez, c'est parti. Voilà, François. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les chefs de la diplomatie française et allemande, Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock, ont rencontré aujourd'hui le nouveau dirigeant syrien Ahmed Al-Shahra à Damas. C'est le premier échange entre des responsables occidentaux et le régime en place depuis la chute de Bachar al-Assad. Ahmed Al-Shahra a pris le pouvoir en Syrie le 8 décembre dernier. D'aucuns restent circonspects quant à ce chef d'État qui se dit islamiste repenti et qui prône un islam d'ouverture. En tout cas, en attendant, les discussions se sont bien déroulées et visent à promouvoir aussi le rôle de la France dans une Syrie stable et apaisée, tout en soulignant l'importance des démarches diplomatiques pour la reconstruction et la paix dans la région du Moyen-Orient. Alors, plus généralement, parlons vrai. Emmanuel Macron a échoué sur de nombreux dossiers internationaux, rendus difficiles, il est vrai, par des chefs d'État incontrôlables. La France voit son influence s'évaporer en Afrique, en Europe, en fait, un peu partout dans un monde en souffrance. Il fallait que nous vous posions cette question. La voici, Judith Belair, la question. Visite du ministre des Affaires étrangères du coup en Syrie. Est-ce que la France, selon vous, peut renforcer son rôle sur la scène internationale? Vous dites toujours non. La tendance était plutôt tranchée. 95, d'accord. Et pour en parler, on est avec Omar Youssef Souleiman, qui est journaliste, poète et écrivain syrien et français, au dernier livre que je vous recommande à tous, Être français chez Flammarion. Bonsoir Omar.
Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci. Une première question, peut-être pour vous, Omar Youssef Souleymane. Cette visite, alors, avec bien sûr le ministre des Affaires étrangères française, mais aussi allemande, elle revêt un enjeu considérable pour l'avenir de la Syrie, mais plutôt et plus généralement l'équilibre autour de la Syrie, de la région. Évidemment, c'est une visite extrêmement importante, surtout que les relations entre la Syrie et la France a été officiellement coupées depuis 2012, vous voyez. Donc là, c'est des nouvelles relations, une nouvelle diplomatie, mais tout dépend de la réalisation de HTS des principes de la révolution syrienne. Il ne faut toujours pas oublier que cette révolution a été déclenchée pour un état de droit, pour la liberté d'expression et pour l'égalité entre les Syriens et surtout les minorités syriennes. Donc aujourd'hui, on a vu le ministre de l'extérieur français. Il a rencontré les prêtres à Damas, par exemple. Il les a rassurés. Il a rencontré Ahmad Shara. Je pense qu'il faut toujours être très prudent vis-à-vis à HTS. Alors, on va rappeler ce que c'est HTS. Allez-y, Souleymane. Expliquez aux auditeurs ce que c'est. HTS. Oui. HTS, c'est Jabhat Tahrir al-Sham. C'est le front. C'est le front de libération, c'est ça? Ouais. En fait, c'est le front, si vous voulez. Ahmad Shara, il a créé HTS il y a quelques années. Il a changé le nom de Jabhat Nusra. Auparavant, c'était une branche de Al-Qaïda. C'était un mouvement djihadiste. Ahmad Shara, il est aussi un djihadiste. Il ne faut toujours pas oublier ceci. Lui et ses conseillers. Il a changé le nom en essayant de rendre ce mouvement plus moderne, si vous voulez, afin qu'il soit enlevé de la liste des mouvements terroristes dans la scène internationale. Voilà. Françoise Degois, est-ce qu'on peut y croire à ces engagements d'Ahmed Al-Shara pour promouvoir un islam d'ouverture? Alors, je rappelle que nous parlons de Joulani, en fait, parce que la plupart de nos auditeurs le connaissent sous le nom de Joulani. Oui, et la traduction, c'est plus HTC aussi. Bien sûr, bien sûr. Ce que je voulais dire, Omar, j'ai le sentiment quand même, vous êtes plus grand spécialiste que moi, je connais bien cette région, mais pas de façon aussi pointue que vous. J'ai quand même le sentiment qu'en tout cas, il donne tous les gages. J'ai le sentiment que la visite qui a été faite et organisée par l'Arabie Saoudite il y a quelques jours est aussi extrêmement importante pour l'équilibre de la région. J'ai entendu un certain nombre de déclarations de Joulani, y compris sur Israël, en disant que pour le moment, Israël n'était pas leur problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mon sentiment, c'est que il envoie en tout cas des messages d'équilibre et que la chose la plus grave qui pourrait arriver à Joulani, en réalité, c'est la lutte à l'intérieur de l'ensemble des mouvements djihadistes qui ne veulent pas justement de cette modernisation. Est-ce que c'est pas ça le vrai sujet, en fait? C'est exactement ça. Il ne faut pas oublier non plus que Joulani est extrêmement pragmatique. C'était la raison pour laquelle il a changé le mouvement de son mouvement. À l'instant, il est au pouvoir et il ne faut pas oublier non plus que la situation économique en Syrie est extrêmement grave. Donc il a besoin de tout le monde. Il a besoin de l'Arabie Saoudite, il a besoin de l'Europe, etc. Donc c'est un message de rassurance. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Ce qu'il compte, ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il dit, parce qu'on ne peut pas faire confiance à un islamiste. D'ailleurs, le premier mot qu'il a déclaré à la suite de la chute de Bush et de Damas, Bachar el-Assad, il a parlé d'un état divers, de la diversité syrienne. Donc je pense qu'un islamiste qui parle de la diversité, c'est comme un imam qui dit athée, ça n'existe pas. Donc lui, il a deux choix. Soit il va s'imposer un état islamique en Syrie, et je pense, et j'en suis sûr et certain que ceci est sa volonté, lui et HTS ou HTC ou tout ce que vous voulez, soit il va, et dans ce cas il va perdre une bonne partie des joueurs politiques dans le monde entier, soit il va vraiment va encadrer les autres mouvements djihadistes en Syrie. Et il va être soumis à la volonté internationale. Il ne faut pas non plus oublier, ça c'est très très important, qu'il n'est pas seul en fait en Syrie. Il y a d'autres mouvements djihadistes. On a aujourd'hui par exemple l'armée syrienne nationale qui appartient directement à la Turquie. On a des djihadistes étrangers, y compris des Français. Donc il faut avoir vraiment beaucoup de travail
encadrer ces gens. Et c'est effectivement tout l'enjeu de cette visite. Alors, on rappelle la question, visite du ministre des Affaires étrangères en Syrie. La France peut-elle renforcer son rôle sur la scène internationale? Le point de vue, Philippe Bilger. Je crois que de toute façon, elle fait bien d'aller là-bas, en Syrie. Mais pour commenter un peu ce qu'a dit notre invité, moi, comme toute personne qui ne connaissait pas à fond, évidemment, le labyrinthe syrien et les complexités des relations là-bas, j'ai été d'abord habité par un espoir fragile, évidemment, en me disant qu'après le boucher, comme on vient de le qualifier, quelque chose pouvait représenter une forme d'aurore, donc fragile, et en même temps une sorte de pessimisme un peu foncier à l'égard des mauvaises surprises qu'on a eu trop souvent dans cette région. J'aimerais savoir, Omar, si vous me permettez, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez vraiment que le pessimisme un peu structurel doit s'effacer au profit d'un espoir qui ne serait plus aussi fragile que le mien au début? Je pense on peut garder l'espoir, on peut être optimiste, tout en être extrêmement vigilant et prudent et sans arrêter à mettre HTS, à mettre la pression à HTS, parce que ces gens, il faut jamais rester tranquille. Une fois tranquille, rappelons ce que s'est passé en Afghanistan. Évidemment, il n'y a pas de comparaison entre la société afghane et la société syrienne. En Syrie, on a beaucoup de diversité, on a des communautés, on a des alaouites, les chrétiens, on a des communautés ethniques, etc. Mais talibans, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, et rappelons aussi ce que s'est passé en 1979 avec Khomeini. Au début, ils ont rassuré tout le monde. Ils ont parlé d'un état de droit, et une fois au pouvoir, ils ont renversé tout leur, ils ont effacé toutes leurs paroles et ils sont devenus une dictature. Donc je pense qu'on peut être optimiste à une seule condition: si les joueurs en Europe et dans la région imposent leur contrôle contre Jolani. Et aussi d'autres raisons, je termine là-dessus. Je pense que personne au Proche-Orient, ni la Turquie, ni l'Irak, ni Israël, a envie d'avoir un État islamique en Syrie ou avoir le chaos en Syrie, parce que ceci va déclencher un chaos partout, vous voyez. Bien sûr. Parce que la Syrie, c'est au centre de tous ces pays. Et d'ailleurs, Omar, c'est aussi pour ça que la France se place, pour éviter ce chaos dont vous nous parlez. D'ailleurs, Geoffrey Carvalino, notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a tweeté que en Syrie, nous voulons favoriser une transition pacifique et exigeante au service des Syriens et pour la stabilité régionale. J'ai envie de dire, est-ce que c'est notre rôle? Oui, c'est le rôle de la France, parce que dans cette région du monde, la France a une voix qui est écoutée. Par exemple, là, on vient d'avoir le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Et donc ça, on le doit aussi au poids de la diplomatie française. Il y a quelques jours, on avait également les deux ministres, donc M. Barrot et M. Lecornu des armées, qui sont allés sur place au Liban avec la force FINUL. Donc on voit l'importance. Et puis, à un moment donné, il y a eu des coupures de relations diplomatiques entre la France et la Syrie par le passé. On se souvient de l'épisode de 2005 avec le Premier ministre libanais assassiné, où Jacques Chirac avait pris la décision de couper les relations diplomatiques. Ensuite, Nicolas Sarkozy avait peut-être fait en sorte de reprendre le dialogue avec la Syrie. Et puis, on a eu ce qui s'est passé en 2011-2012, qui a fait que, à la fois... Non, en 2012, c'est Barack Obama qui nous lâche. Bien sûr, mais à un moment donné, quand Bachar el-Assad a commis les crimes qu'il a fait, il fallait le frapper. Il fallait rompre. Et à ce moment-là, c'est dommage que les États-Unis, avec Barack Obama, nous aient lâché en plein vol. Lâché en plein vol. Et aujourd'hui, on est dans une situation inédite, parce que je pense que pas beaucoup s'attendaient à la chute comme celle-ci de Bachar el-Assad. Et donc là, maintenant, il faut voir et je pense prendre en fait les faits, pas croire les paroles, mais prendre les faits. Et c'est normal que la diplomatie française aille, parce que la France a un rôle à jouer là-bas, juger par elle-même, prendre des relations diplomatiques, économiques. Regardez, et puis surtout, il y a encore des poches de l'État islamique en Syrie, de Daesh, ceux qui nous ont attaqués il y a 10 ans en plein cœur. D'ailleurs, la France a bombardé pas mal aussi de réserves sur les frontières. Et d'ailleurs,
Sébastien Lecornu a même tweeté et expliqué ce que la France ministre est en train des de faire. Armées. Et on continue en fait de lutter contre l'État islamique, contre les djihadistes, contre tous ceux qui sont radicalisés et qui veulent en fait mettre fin à nos valeurs. Et donc c'est pour cela que la France doit nouer ses liens. Et maintenant faudra prendre sur les actes et le faire en patience. Et puis il faudra être aussi vigilant. Et la France, elle a sa voix pour les minorités, pour les valeurs de la démocratie. Et donc là aussi, on a un vrai rôle à jouer. C'est pour cela que toutes les diplomaties locales demandent que la France joue son rôle. C'est l'objet de notre question. Filons 0826 300 300. Béranger, notre auditeur fil rouge, est avec nous. Béranger, cette présence de la France sur la scène internationale, vous y croyez à un retour, on va dire, parmi les pays les plus influenceurs? Dans un monde parallèle, oui, j'y crois. Dans le vrai monde, non, j'y crois pas. C'est surtout l'élection et le positionnement de Trump quand celui-ci aura pris le pouvoir à la Maison Blanche et sera intronisé, qui fera la différence. Là, en réalité, on a été tellement affaibli depuis, je dirais, une dizaine d'années, en particulier sous l'ère Sarkozy, qui a notamment réintégré le commandement de l'OTAN, qu'on a toujours été aligné sur les positions washingtoniennes. Et que par conséquent, la France, elle n'a plus une voix totalement indépendante, comme ça ce fut l'époque dans les années... il y a une dernière salve avec le discours de Villepin à l'ONU, évidemment, et c'était vraiment la salve d'honneur. Et maintenant, on est redevenu très faible, et Macron, on est redevenu d'autant plus faible que Macron a détricoté la diplomatie française depuis qu'il est à l'Élysée. On va mettre des années à reconstruire et à retrouver une crédibilité auprès des partenaires internationaux, des instances internationales. Moi, je suis d'accord avec Béranger sur le détricotage du Quai d'Orsay. Vous savez que on avait quand même une des plus belles diplomaties du monde avec les Britanniques. On a toujours l'habitude de dire que vraiment la diplomatie française est exceptionnelle et dans la formation, que ce soit l'ANGZO, que ce soit, comment dirais-je, la haute administration. Et c'est vrai qu'il a cassé ça en mettant aussi des ambassadeurs qui sont plutôt des VRP. Mais quand même, ce que dit Geoffroy, et plus, il faut aller plus loin. La France, je sais que nos auditeurs sont pas très satisfaits et n'aiment pas cet engagement. La France, elle est historiquement liée à ce Proche et ce Moyen-Orient. Elle a perdu toute sa force et sa puissance dans le conflit israélo-palestinien, mais elle a une voix qui porte encore dans le monde arabe. Et évidemment, nous sommes liés, évidemment, inextricablement avec le Liban et la Syrie. Donc c'est normal qu'on y soit. Omar Youssef Souleiman, vous avez tweeté il y a peu, 10 ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, le chaos en Syrie offre une nouvelle opportunité aux djihadistes, mais la chute de Bachar al-Assad a aussi réveillé les forces laïques dans la région. La France étant un pays laïque, on peut agir là-dessus aussi. Oui, bien sûr, et ce qu'on souhaite dès le début de la révolution syrienne, avoir un État laïque et un État de droit surtout. Donc, encore une fois, la France peut avoir un rôle à jouer là-dedans, tout en soutenant les laïcs syriens, vous voyez, qui sont partout aujourd'hui, et à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ils sont évidemment, malheureusement, ils sont beaucoup moins organisés des islamistes, mais ils peuvent jouer un rôle là-dessus. Hier, justement, HTS a arrêté un écrivain syrien. Là, je l'annonce depuis votre radio, s'appelle Ali Mouin Saleh, qui était toujours opposant au régime d'Assad. Donc ça, c'est inacceptable ce qu'ils font. Vous voyez, par exemple, on a pas mal aussi des Alaouites qui étaient tués ces dernières semaines de la part des membres de HTS. Donc ça, c'est impardonnable. Il faut tout le temps le dire et il faut, disons, d'une manière ou d'une autre, les emmerder. Je peux demander à Omar, Omar, pardonnez-moi, parce que j'étais justement persuadé que la minorité alaouite, qui est celle dont vient la famille El-Assad, j'étais persuadé justement qu'il n'y avait pas eu ce type de purge. Et vous confirmez qu'elles ont eu lieu sur les alaouites? Si, il y a des lieux. C'est pas massif, mais c'est individu, mais ça c'est inacceptable. Alors attendez, parce que là Françoise utilise le terme purge. Est-ce que vous allez aussi loin que ça? Non, ou écoutez, c'est des assassinats ciblés. Non, mais on pose la question. Oui. Pardon, je n'ai pas compris la question. Oui, est-ce que Françoise parlait de purge? Est-ce qu'on va jusque-là ou vous évoquez des représailles, on va dire sporadiques? C'est quoi l'intensité contre les Alaouites donc?
La vengeance, parce que depuis 54 ans, le régime d'Assad a utilisé cette minorité comme une carte. La plupart, il ne faut pas oublier non plus que la plupart des chefs des services de renseignement qui ont torturé les Syriens étaient des Alaouites. Donc il y a ce regard envers les Alaouites comme des responsables des crimes commis par le régime d'Assad. Donc il y a pas mal de vengeances, il y avait pas mal de vengeances ces dernières semaines. Et on a des photos, des vidéos, des membres, donc HTS doivent être aussi au courant que rien n'est invisible aujourd'hui. Un jour, parce qu'au bout d'un moment, on cherche encore une fois un état de droit. Ce qui se passe, c'est extrêmement dangereux si sera appliqué d'une manière massive. On vous a entendu, Omar Youssef. Là, on va... Souleymane, pardon, je suis obligée de vous arrêter parce qu'on est pris par le temps et là c'est un débat passionnant. Oui. Mais on va être obligé de rendre l'antenne. Ouais, alors Omar Youssef Souleymane, je rappelle que vous êtes journaliste, poète et écrivain syrien et français. C'est important parce que vous êtes fier d'être français. Vous avez écrit un livre là-dessus qui s'appelle Être français chez Flammarion. Et un petit mot sur vous quand même, parce que quand vous avez déclaré à votre père qu'un poème d'Éluard vaut davantage que les propos de Mohamed, votre père vous a renié et vous avez continué tout droit. Et franchement, chapeau, bravo, continuez comme ça, Omar Souleymane. Merci beaucoup, Judith. À très bientôt. Merci de vos éclairages. Bon, 95%, on a bien compris, en tout cas sur la question. Les auditeurs de Sud Radio n'y croient pas au retour de la France sur la scène internationale. Allez, vous restez avec nous parce que dans un petit instant, on se détend avec de la musique et un petit blind test qui continue. C'est vous qui nous l'avez concocté. Je vous l'ai concocté. Voilà, si j'arrive à parler aussi, allez, à tout de suite. Mais oui, vous y arrivez. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. 9h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 17h51 sur Sud Radio, 0800 26 300 300. Vous savez, vous pouvez nous appeler, réagir. Parlons vrai ensemble. On est avec Béranger qui nous appelle de Dordogne. Vous êtes toujours avec nous, Béranger ? Oui, toujours. Et qui a porté tout à l'heure la voix des agriculteurs. Et là, il va faire entendre sa voix pour le jeu. Oui, alors on continue avec ce quiz musical des fêtes qui a duré toute la semaine. Alors le thème du jour, vous me pardonnerez, chère vraie voix, chers auditrices, chers auditeurs, c'était une évidence. Pour moi, le girl power. J'aurais pu aussi le faire, mais je lui laissais faire parce qu'elle est plus compétente là-dessus. A priori, ouais. Oui. À deux jury aussi, tu vois. Bon. Alors Béranger, le principe, c'est que vous choisissez une des vraies voix, vous faites équipe avec. Il y a 7 chansons et donc c'est au premier qui dit l'interprète. L'interprète. Ouais, voilà. Donc il peut choisir entre Philippe Bilger, Geoffrey Carvalhinho, et puis Françoise Degois. Alors vous choisissez qui, Béranger ? Alors, sans discrimination aucune, je vais éviter Philippe Bilger. Il a raison. Il a raison. Ma sympathie, évidemment. Bon, je vais travailler avec Françoise. Allez, super. Elle est très douée, Françoise. Here we go. Allez, on va gagner. Alors, est-ce que et donc la fameuse alliance des... Je crois qu'il a fait l'alliance de droite. C'est l'alliance de droite ensemble. L'alliance de gauche. Allez, c'est parti. La gauche contre la droite. Chanson numéro 1. On se concentre, François. Béranger, il y a intérêt. Qui chante ça? Florent Pagny. Bravo. Un jour et une femme. Parce qu'elle est belle, elle est très belle cette chanson. Tu peux faire plus fort, Max, parce que... Voilà, alors Max est notre réalisateur, Maxime Sénat, donc toujours rien à voir avec le pilote, évidemment. Maxime, on arrive. Voilà. Il donc en a pas marre d'entendre cette blague. Il en a pas marre, mais c'est pour ça que je lui ressors. Alors 1-0 donc pour la paire Françoise Béranger face à donc l'affaire Philippe Bilger. L'affaire, c'est même pas l'affaire, c'est l'affaire. L'affaire et l'affaire. Allez, numéro 2. Mylène Farmer. Je suis libertine. Bravo. Je suis une qui vais chanter. Allez, numéro 3. 2-0. Madonna. Non. Non, Cyndi Lauper. Elle est incollable. Elle est incollable. Just one fun. Vous êtes là parce que vous avez le droit de parler. Béranger, c'est Girls. Mais après vous, Just one fun. S'il vous plaît, juste une chose, ce n'est pas parce que le thème c'est Girl Power que seule Françoise Degois peut répondre. Mais oui, mais elle est plus rapide que nous. Elle est très bien cette chanson. 3-0, c'est donc une balle de match puisqu'il y a 7 propositions et que à 4, Béranger, on va les plier. Pour se faire kiffer quand même. On est en train de plier la droite, Béranger, on y va. Numéro 4. Allez, je ferai.
Julien Clerc. Ça y est, je l'ai dit en premier. Non, c'est moi en premier. Oui, non, mais ce qu'on va faire, comme c'est très serré. Non, mais arrêtez, vous êtes vraiment lamentable. On est lamentable. On l'a dit ensemble. Geoffrey aussi. Franchement, c'est dégueulasse. C'est honteux. C'est honteux. On l'a dit à deux. Mais c'est pas vous allez gagner. Vous allez gagner quand même. François. Je suis lamentable et j'assume. J'assume. Cette dissolution était une erreur, je l'assume. Numéro 5. Beyoncé. Oui. Elle a un Geoffrey. contrat, là, histoire de se chauffer. Non, mais ça c'est pas bien parce que tu vois, on va revenir. J'avais dit Julien Clerc en premier. Vous auriez déjà gagné. Bah oui, c'est moins drôle. mais j'aurais déjà gagné, bien sûr. Allez, numéro 6. Vous gagnez à chaque fois, Françoise. Marie Laforêt. On les a On n'a même pas entendu dès le Béranger, début. on vous entend même pas. Ça fait 4-2, il en reste une. Non, mais c'est terminé pour toi. Allez, va-t'en, la droite, va. Non, je parle à Béranger. Françoise Degois. Attendez, laissez répondre l'auditeur, s'il vous plaît. Béranger, vous êtes là? Non, je dis que j'étais raccord sur Julien Clerc en même temps que Françoise. Mais voilà, Françoise est extrêmement rapide, donc j'avoue, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et en plus, parce que c'était une femme, évidemment. Mais Béranger, sachez que nous, dans le retour, on entend, hein, et on vous a entendu aussi répondre. Donc c'est vraiment une belle victoire en duo. Allez, numéro 7 et dernière, juste pour se faire kiffer. Ah bah c'est les Doors. Baby like my fire. Monte, vas-y Max. My fire. If I was to say to you. Le nom du chanteur, François. Come on baby like my fire. Jim Morrison. Baby like my fire. C'est la teuf dans les studios. C'est mieux si vous chantez dans la même tonalité que le chanteur, mais c'est bien aussi. Je chante très sympa. Mais c'est vous qui chantez super bien. Allez, 0826 300 300. Si vous voulez jouer avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous appeler pour tout ce que vous avez envie de dire. 4 à 2. 5 même. 5. Oui, on compte le dernier. 5 à 2, histoire de se faire plaisir. Béranger, merci beaucoup. Merci Béranger. Merci Béranger. Merci à toute l'équipe, merci. À très vite. Eh bien, restez avec nous, chers auditeurs, parce que dans un instant, aussi, hein. c'est le tour de table des vraies voix, notamment le répondeur. Enfin, il se passe plein de choses. On reste avec vous. À tout de suite. C'est Alexandre Delevan et je vous souhaite une belle et heureuse année 2025 avec Sud Radio. 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Les vraies voix entament une deuxième heure particulièrement musclée avec des tours de table passionnés et un coup de projecteur sur lequel vous êtes sollicités dès maintenant, vous les auditeurs, sur le compte X de Sud Radio. La question, le nouveau gouvernement réussira-t-il à faire mieux que le précédent, Judith? Eh bien, vous nous dites non à 94 cette fois-ci. Un peu moins. Voilà. C'est assez clair, hein, vos opinions, chers auditeurs. Bon, les vraies voix ce soir. Philippe Bilger, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole, est avec nous. Geoffrey Carvalino, vous êtes conseiller régional Île-de-France, Les Républicains. Et Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, puis si vous ne nous avez pas, vous laissez un message. C'est ce qu'a fait Sandrine qui nous appelle du Gers. On écoute. Oui, bonjour, c'est Sandrine de Florence dans le Gers. Juste une information pour vos journalistes. Faites une petite enquête sur les centres de rétention, en particulier celui d'Andaï, puisque là, pour le coup, je sais. En ce moment, il y a des étrangers qui ont été libérés parce qu'ils ont terminé leur peine. Ces hommes ne veulent pas dévoiler leur vraie identité pour être renvoyés. Et la pénitentiaire n'a pas fait son travail sur le temps d'incarcération de plusieurs années. Donc ces mecs-là, pour la plupart des violeurs, sont sortis de tôle. Ils sont en centre de rétention pour 90 jours et après ils vont être remis dans la nature puisque la pénitentiaire n'a pas fait son taf pour les renvoyer chez eux. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous présente mes meilleurs vœux. Au revoir. Merci Sandrine Dugers. Philippe Bilger, évidemment votre réaction sur les centres de rétention. Mais d'abord, pour ce que j'ai compris, le point de vue de Sandrine est très négatif sur les centres de rétention et j'ai cru comprendre que des violeurs, selon elle, allaient être libérés ou sortiraient. Il pose un problème, d'ailleurs le ministre Retailleau en a tout à fait conscience, mais j'ai du mal avec ces points de vue dont on n'est jamais assuré
de la parfaite objectivité à supposer que nous le soyons nous-mêmes. Il y a juste une chose sur ce que dit notre auditrice, hein, c'est que finalement, mais ça c'est un problème qui est assez généralisé, c'est-à-dire que la personne qui vient d'un autre pays a tout intérêt peut-être à arracher ses papiers pour qu'on ne sache pas de quel pays elle est originaire, pour ne pas renvoyer. C'est un peu ça en substance qu'elle dit. Non, surtout elle dit une chose qui est très grave, elle dit la plupart sont des violeurs, elle dit pas il y a quelques violeurs, donc mais je n'en sais rien, au doigt mouillé, comment est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui arrive est forcément un violeur? Est-ce qu'ils ont été condamnés ou pas condamnés? Voilà, le problème des centres de rétention, Philippe Bilger l'a très bien dit, c'est un problème qui préoccupe les autorités depuis très longtemps. Voilà, est-ce qu'il faut augmenter la durée de rétention? C'est un vrai sujet, à 90, de passer à 120 jours, 200 jours, je n'en sais rien. Mais on a tous un point de vue, mais on ne peut pas asséner des choses comme ça. Enfin, on a le droit, mais moi je ne peux pas recevoir ces choses-là. La plupart sont des violeurs, je n'en sais rien d'ailleurs. Voilà. Geoffrey Carvalino, ces centres de rétention, on a l'impression que ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle et qu'on trouve pas de solution. Donc est-ce qu'il y a une solution déjà? Je pense que de toute manière, à chaque fois, il y a une solution. Aujourd'hui, au gouvernement, on a Bruno Retailleau comme ministère de l'Intérieur. Je pense qu'aujourd'hui, on le sait, c'est une préoccupation des Français, c'est la lutte contre l'immigration illégale. Parce que je tiens aussi à rassurer, tombons pas dans les clichés où souvent on pense que quelqu'un d'origine étrangère ou qui vient d'arriver sur le sol français, il est là pour commettre des crimes. Il y a des personnes qui arrivent en France pour travailler, qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard, qui prennent le premier métro, premier RER, et donc qui viennent aussi apporter leur pierre à l'édifice pour notre pays et qui, on l'espère, peut-être demain s'inscriront dans un parcours républicain pour devenir français. Après, tous ceux qui sont en France mais qui ne respectent pas les lois de la République, s'ils commettent un crime ou un délit, ils doivent être condamnés. Et là, nous devons engager une discussion diplomatique avec les pays dont ils sont ressortissants pour qu'ils puissent repartir. Oui, mais ce qu'elle dit, c'est dans la mesure où on ne sait pas de quel pays ils viennent puisque les papiers ont disparu. En fait, elle dit les centres de rétention ne font pas leur travail parce qu'ils n'ont pas les preuves de l'origine de la personne. Oui, mais ça c'est un peu tiré. Excusez-moi, Geoffroy, mais ça c'est un peu tiré par les cheveux. D'abord, tous les gens ne déchirent pas leurs papiers. C'est une pratique assez répandue. D'accord, mais c'est une pratique assez répandue. La réalité, c'est que on part de présupposés. Moi, c'est ce qui me gêne en réalité. Je pense qu'il y a un vrai problème migratoire, mais on ne peut pas nourrir. Et merci Geoffroy de rappeler qu'il y a des gens qui viennent participer à l'économie de ce pays et qui un jour seront, je l'espère, naturalisés. Mais c'est pas ce que disait notre auditrice. Notre auditrice a dit qu'elle a visité un centre de rétention, en l'occurrence à Hendaye, et qu'elle s'y est intéressée et qu'elle a vu qu'il y avait parmi les condamnés, donc beaucoup qui avaient eu commis des viols. C'est pas des condamnés. Non, écoutez, d'abord, qui a accès, comment dirais-je, au casier judiciaire de ces gens-là? Certainement pas une personne lambda, enfin, ni vous ni moi. Enfin, moi, je n'en sais rien. Je pense qu'il faut défantasmer, et là, on peut traiter véritablement le problème. Après, on le sait, il y a certains pays qui n'acceptent pas en fait les expulsions. Et ça, c'est un vrai problème. Vous savez, moi, je suis élu de Pantin en Seine-Saint-Denis. On a un problème, c'est les vendeurs de cigarettes. Ça devient vous confirmez ça? Oui, ça devient un vrai problème parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un paquet de cigarettes à 5 € alors qu'il peut valoir entre 11 et 13 € aujourd'hui chez le buraliste. Et pour en fait, vous pouvez acheter deux paquets, vous arrivez même pas à un prix qu'il y a en fait chez les buralistes. Et aujourd'hui, on le voit aux abords des métros et des RER, eh bien, ce sont des gens qui ne sont pas français, qui sont souvent sous OQTF et qui sont présents. Donc là, et parfois, en fait, même, ils peuvent siffler des femmes. Ça peut être assez inquiétant pour la sécurité de toutes les personnes. Et donc, il faut agir en fait contre cette immigration illégale. Et c'est vrai qu'on peut avoir parfois, on le voit sur le terrain, où on a des personnes qui disent, moi, si j'ai pas tant de paquets de cigarettes, je peux pas être saisi, on peut pas m'expulser parce que je viens de tel pays, et donc là ça devient problématique et il faut travailler ça, il faut le faire avec le service des douanes, avec les services diplomatiques et le ministère intérieur bien évidemment. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour l'info qui fait du bien. Oui, il y aura un coup de cœur. Ouais, à tout de suite.
c'est Alexis Poulain et je vous souhaite une bonne année 2025 avec Sud Radio. Vraie Voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Merci de nous accompagner. On se prépare pour un tour de table énorme. Mais avant, vous le savez, Judith Belair vous livre son coup de cœur. Profitez-en, hein, elle n'est pas du genre à distribuer des bons points. Ils sont rares et donc précieux, Judith. Bravo Frédéric. Allez, bonne nouvelle pour la santé mentale des Français depuis janvier 2025, c'est-à-dire depuis 3 jours. C'est une nouvelle ère pour la santé mentale qui s'ouvre. Désormais, chaque citoyen pourra bénéficier d'une consultation gratuite par mois avec un psychologue agréé sans frais avancés ni démarches administratives complexes. L'initiative Mon soutien psy marque un tournant dans l'accès aux soins psychologiques en France. Créée en 2022 pour répondre à l'urgence post-crise sanitaire, des milliers de Français ont déjà pu consulter un psychologue dans le cadre de ce dispositif. Jusqu'à présent, on parlait d'un minimum de 8 séances par an avec prescription médicale. Et ça change avec cette simplification qui évite l'aval du médecin traitant. Les rendez-vous sont pris en ligne via la plateforme Amélie auprès d'un psychologue partenaire du dispositif. Une avancée qui répond à un besoin criant car une étude récente de Santé publique France nous révèle qu'un Français sur 5 est touché quand même par des troubles psychiques chaque année, quand les soins restent souvent hors de portée en raison de leur coût et des longues listes d'attente. Alors l'objectif de cette réforme est clair, il faut prévenir les troubles psychiques avant qu'ils ne s'aggravent, éviter les engorgements aussi dans le système de santé publique et surtout garantir un accès équitable aux soins psychologiques. Avec cette mesure, l'État espère réduire les inégalités tout en normalisant le recours aux soins. Mon soutien psy incarne une véritable révolution dans la prise en charge de la santé mentale en France. C'est une main tendue à toutes les personnes qui ressentent le besoin d'être écoutées et soutenues sans barrière financière ou administrative. Alors si vous ou un de vos proches vous sentez concerné, rendez-vous sur la plateforme Amélie, n'hésitez pas. Très important parce qu'une consultation c'est minimum pour les jeunes 50 €, mais on est tout de suite à 70 €. Philippe Bilger, très bonne mesure et qui plaira à Jean Dorido, au moins sur ce plan-là. Qui est notre psychologue, évidemment. Il signale assez régulièrement les problèmes qui s'aggravent, évidemment. Donc c'est une très bonne. Moi, je suis très heureuse parce que la psychiatrie, c'est vraiment toujours cacher cette psyché que je ne saurais voir. On peut régler, on peut soigner les cancers, on peut soigner une maladie très grave, mais on cache toujours les malades mentaux, on cache toujours les psychotiques, alors que ou même les dépressifs. Et les dépressifs, on a honte de dire qu'on est dépressif. Je trouve ça vraiment formidable. Si ça pouvait aller en plus avec des moyens supplémentaires pour la psychiatrie, c'est-à-dire des hôpitaux supplémentaires, tous les gens qui ont eu ces problèmes dans leur famille, moi j'en fais partie. Je peux vous dire que c'est désespérant. En réalité, c'est désespérant de voir à quel point malgré la bonne volonté des médecins et des infirmières, etc. C'est désespérant de voir ce manque de moyens. Donc vraiment, bravo là-dessus. Je salue cette initiative formidable. Unanimité, Geoffrey Carvalhinho. Ouais, je dirais enfin. Oui, enfin, c'est une petite avancée. Vraiment. Parce que aujourd'hui, les jeunes, même les moins jeunes, parce qu'on parle souvent. Tout le monde craque. Aujourd'hui, ça peut être compliqué. Et dans chaque parcours de vie, à un moment donné, il peut y avoir un besoin d'aller consulter, parce qu'on peut être confronté à différentes choses dans sa vie. Ça peut être un drame personnel, ça peut être une situation dans son travail, une séparation. Ça peut être aussi. C'est pas obligé d'être très grave. Non, c'est pas obligé d'être très grave, mais peut-être cette petite consultation où à l'adolescence, par exemple. Je parlais des adolescents, mais tous. Bien sûr, tous. Et à un moment donné, on est tous concernés. On est tous concernés même autour de nous. Et même, il faut aussi voir ces petits signes de faiblesse, être vigilant autour de nous. Et c'est vrai que la santé mentale doit devenir une grande cause nationale. Oui. Et je pense que d'autant plus depuis la Covid, en fait, avec ces différents confinements, on a vu, notamment chez les personnes, que ça a été plutôt compliqué. Et c'est bien que ce sujet revienne au centre des débats. Allez, merci. Tout de suite, c'est le tour de table des vraies voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Mais vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Philippe Bilger, alors votre sujet, député et maire, toutes tendances confondues, constate sur le terrain le burn-out démocratique depuis la dissolution. Oui, alors, ça n'est pas une nouvelle bouleversante, tout le monde l'a remarqué et beaucoup le disent. Mais finalement, ce qui me frappe, c'est l'étendue de ce phénomène. Le fait qu'il y ait une morosité républicaine qui s'ajoute évidemment à cette dépression démocratique
politique, dépression qui ne peut pas être réparée par les moyens qu'on vient d'évoquer. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'on aurait pu espérer de la part des citoyens une réaction inverse, en quelque sorte, devant les dangers, les défis, les épreuves qui menacent notre pays, notamment sur le plan du civisme, une sorte de sursaut qui, au contraire, les aurait conduits vers plus d'investissements. Mais c'est le contraire qui se crée et c'est dommage. Burn-out démocratique. Hein, ouais, en même temps, oui, c'est vrai, c'est faux, parce que regardez le taux de participation aux élections législatives, ça a été record, et notamment ça a été record dans la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de jeunes, c'est plus 30 ou plus 35%. Ah oui, donc, vous vous rendez compte quand même qu'on est passé de cet enthousiasme-là, des législatives, où on pensait que ça serait morose. En fait, ça a été incroyable, avec une campagne éclair, et tous les partis confondus. Je veux dire, la participation, elle est pour tout le monde. Elle est pour la gauche, elle est pour la droite, elle est pour l'extrême droite. Donc, vraiment, ça, un pays qui va voter comme ça, avec une puissance comme ça, et quand la jeunesse se déplace pour aller voter, il y avait cette espèce d'élan, et puis quoi? Et puis cet élan, il se brise, parce que les politiques n'en font rien, parce qu'Emmanuel Macron n'en fait strictement rien. Et c'est ça le sujet. Et derrière, vous avez l'engouement des Jeux Olympiques, et puis plus rien. Moi, j'entends ce que vous dites sur la morosité, mais honnêtement, on nous l'a fait à l'envers, si vous voulez, depuis le mois de juillet. Donc, à partir du moment où on a, si vous voulez, tous ces prolégomènes, toute cette façon de tordre le Rubik's Cube dans tous les sens, pour surtout ne pas avoir nommé la gauche, pour surtout renvoyer le Rassemblement national à ses chères études, à partir du moment où les Français vont voter, disent voilà, c'est ça qu'on veut, et qu'on fait tout l'inverse, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je comprends tout à fait les Français. Et s'ils ne sont pas moroses, ils boudent. C'est pas tout à fait pareil. Alors, parmi nos trois vraies voix ce soir, nous avons un élu conseiller régional d'Île-de-France, Geoffrey Carvalhinho. C'est la même chose pour les élus régionaux, départementaux. Vous sentez ça aussi? Oui, on le sent, mais c'est très français, parce que c'est très contradictoire. C'est que d'un côté, on va avoir une magnifique participation. Vous l'avez vu, hein, ça, notamment aux législatives. Les Français se sont passionnés, politisés. Mais dès le lendemain, ils se sont désintéressés en disant finalement le pays peut tourner tout seul. C'est ça aussi pas que. Ça du tout, non, il y a eu cet effet-là parce que ils se sont dit les choses peuvent se faire tout seul. On n'écoute pas forcément notre avis et à un moment donné il y a la réalité aussi auquel les Français sont confrontés parce que aujourd'hui on le voit, on parle des budgets qui vont être compliqués, il va falloir faire des coupes par-ci et par-là, mais tous les jours les coupes c'est sur le budget de chaque Française et chaque Français. C'est qu'aujourd'hui en fait, il y a une classe plein pot qui pouvait être, bonne classe moyenne avant, et donc qui fait qu'aujourd'hui, ils sont obligés de s'occuper d'eux. Sérieusement, vous pouvez pas répondre aux résultats des législatives. Vous avez le Rassemblement national qui est le premier groupe, la gauche qui est la première coalition, en donnant un Premier ministre issu de ce qui a été le moins élu. Vous avez été battu 3 fois quand vous êtes Emmanuel Macron, et vous faites un gouvernement. Mais écoutez, moi, les Français sont le peuple le plus politique. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils ne boutent pas? Je veux bien vous écouter, ma Françoise, mon est juste pris par le temps, c'est tout. Mais c'était bien, François, c'était très intéressant. Non, mais c'est la réalité. Allez, vous restez avec nous, on revient tout de suite avec la suite du tour de table des vraies voix. Vous allez pouvoir entendre Françoise Degois. Ah oui, pardon. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Frédéric Brindel. 18h26 sur Sud Radio, on est encore ensemble pour une petite demi-heure C'est bien ce de tour de folie. table. Oh là là. Allez, le tour de table des vraies voix continue. Françoise Degois, oui. Vous voulez nous parler de l'engourement, c'est intéressant. C'est très joli. On a tous le nôtre. C'est joli, l'engouement délirant des gens autour de Notre-Dame, c'est sublime d'ailleurs. Écoutez, moi, ce matin, j'ai décidé d'y aller parce qu'il fallait que je fasse visiter à plein de gens de ma petite troupe. Et donc, voilà, j'ai vu un truc, j'avais jamais vu ça. Je vois une espèce de van énorme qui arrive, là, qui se gare, vous savez, au bord du parvis. Et une quinzaine de Japonais qui descendent avec les valises. Et je discute avec le guide parce que j'étais dans la queue et j'attendais tous les gens qui devaient me rejoindre. Mais en fait, ils sont arrivés, ils ont atterri de Narita. Et ils ont été directement, avant d'aller à leur hôtel, sans poser les valoches, directement visiter Notre-Dame. Écoutez, c'est
Quelle comment vous dire, réussite. c'est merveilleux. Voilà. Bon, s'il y a une chose dont on peut faire crédit à Emmanuel Macron, c'est ça. Absolument. Voilà. Moi, je suis rentré là-dedans. On connaît tous Notre-Dame. C'est quasiment une personne de la famille, hein, Notre-Dame. Non, mais là, c'est dingue, le changement. Mais là, c'est dingue, le changement. Je reconnaissais même pas. Alors, les grandes orgues, je me dis, ce grand orgue de Notre-Dame, 8000 tuyaux, ils ont descendu chaque tuyau, ils ont nettoyé quasiment à la brosse à dents. C'est sublime. Les vitraux, Écoutez, les vitraux Berne n'est pas content. Non, mais ils sont très très beaux. Tout est beau, les éclairages sont beaux. L'hôtel qui a été fait, on en parlait, par ce jeune artisan qui a 23 ou 24 ans, c'est une merveille. C'est comme ça, et on est tous là. Et alors, on est comme des enfants. Et je vous dis, allez-y. Alors, si vous voulez vous éviter les 3 heures de queu, parce que c'est vrai que... Vous devez prendre un ticket, non? Non, alors c'est impossible. Le site de réservation ne fonctionne pas, donc c'est pas la peine. À chaque fois, vous êtes renvoyé. Il est réactualisé parce qu'il y a trop de monde. On est déjà à 370 000 visiteurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est délirant. Donc vous êtes passé à la Françoise de Gois? Non, je suis passé à la Françoise de Gois, pas à l'arrache, avant 10h du matin. Allez-y, avant 10h du matin. Vous ne faites absolument pas la queue jusqu'à 10h. Ça ouvre? Ça ouvre à 7h45, à 8h. Allez-y. Et le 31 décembre, je raccompagnais mes invités du 31 décembre. Et c'était complètement dingue. Vous aviez des gens avec des bouteilles de champagne sur le parvis, en train de trinquer devant Notre-Dame, comme on trinque avec encore une personne vivante. Voilà. Allez-y, je vous en supplie, quelle que soit votre confession, d'ailleurs, on s'en fout. C'est juste universel, c'est magnifique. Le système de réservation avait bien marché pour mon épouse. Eh ben moi, ça n'a jamais fonctionné. Eh ben, parce que je pense qu'il y a trop de monde. Je voulais quand même vous lancer sur un truc, Philippe Bilger. Il faut faire savoir le savoir-faire français qui est quand même exceptionnel. Il y a eu beaucoup de reportages sur les artisans, ces merveilles, et la conscience avec laquelle ils ont travaillé. Qu'ils croient ou non, ils sentaient qu'ils travaillaient pour quelque chose qui les dépasse, qui appartient à notre... Il y a beaucoup de gens qui sont venus travailler gratuitement. Et j'ai vu ce même phénomène. J'ai un de mes amis qui a participé à la restauration de la chapelle Sixtine et qui me disait que il y avait il y a peut-être 6 000 ou 7 000 personnes qui étaient volontaires. Il y a des gens qui sont venus gratuitement pour avoir l'honneur de restaurer Sixtine. Et moi, j'ai eu l'occasion de présenter une cérémonie avec plusieurs entreprises et il y avait des tailleurs de pierre. Et en fait, il y en a plus beaucoup. Et leur vie a totalement changé. Ils nous disent, on nous rencontre dans la rue, on est devenus des stars parce que France Télévisions a fait un beau reportage, un beau documentaire, et tous ces métiers reviennent à la mode finalement. Vous l'avez vu refaites Notre-Dame, le Geoffrey? Pas encore, j'ai pas eu cette chance. Philippe, par contre, non, votre épouse y a été. Pascal l'a vu. Nous saluons Pascal, qui fait une cuisine magnifique d'ailleurs. Bon, voilà. Moi, mes parents, ils sont allés et ils m'ont dit vas-y, parce que c'est absolument magnifique et encore plus beau qu'avant. Moi, j'ai des souvenirs avec mes parents qui m'emmenaient, on prenait la ligne 7 depuis la Courneuve pour m'emmener jusqu'à Notre-Dame, voir d'abord le kilomètre 0 aussi, qui est au niveau de Notre-Dame, voir à l'époque cette magnifique cathédrale, et ils m'ont dit vas-y, c'est absolument splendide et c'est même encore plus beau qu'avant. Et donc je compte le faire très prochainement. Et puis en tant qu'élu régional, moi je suis quand même très fier que la région Île-de-France, eh bien, elle ait financé Notre-Dame à hauteur de 10 millions d'euros. C'est énorme. Et aussi on fait en sorte de préserver le patrimoine religieux en Île-de-France. Par exemple, on va se lancer dans un grand chantier qui est la reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis. Et donc en fait c'est un chantier qui va commencer en 2025. Là aussi la région y participe. On a créé un label patrimoine d'intérêt régional pour classer en fait ces patrimoines qui sont pas forcément classés par l'État, et dès qu'ils sont classés ils ont droit aussi à une subvention régionale pour pouvoir aussi les restaurer. Et donc nous on agit concrètement dessus et sur le petit patrimoine de proximité, mais en tout cas nous on est très heureux de l'avoir fait au niveau de la région. Allez-y avant 10h, 10h30, évitez quand même le samedi et le dimanche, mais vraiment le matin 10h, 10h30. Sinon, oui, c'est 3 heures de queue l'après-midi. C'est obligatoire. Alors, on y va, le troisième tour de table, Judith. C'est moi qui lance, d'accord. Allez, Geoffrey Carvalino, vous allez nous parler. Parce que je l'attends, moi. Je vais vous dire, je suis remonté comme une baraque à frites. Voilà. On le sait déjà. Voilà. C'est habituel, non, chez vous? Oui, toujours. Alors, la nouvelle tarification unique dans les transports en commun en Île-de-France, c'est la région. C'est ça, c'est autopromo. N'importe quoi. C'était déjà un peu le cas, mais habilement. Oui, mais c'est ça. En gros, Geoffroy, il a restauré Notre-Dame et maintenant il fait des transports gratos, c'est ça. Alors, c'est pas moi, c'est Valérie Pécresse qui agit pour les Franciliens. C'est plutôt pas mal. Allez-y. Écoutez, pourquoi je voulais parler aussi de la nouvelle tarification dans les transports? Parce que c'est une vraie révolution en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une tarification. Le pass Navigo vaut une fortune quand même. Je vais en parler un peu, mais c'est une tarification
unique de dire qu'en fait aujourd'hui un ticket c'est 2,50 € pour tout le monde, 2 € si vous êtes en bus et en tramway, et même si vous téléchargez Liberté Plus, c'est 1,99 € si vous êtes en train, en métro, en bus, en RER, et 1,60 € pour le bus et le tramway. Et pour tous nos auditeurs qui ne sont pas franciliens, parce qu'il y en a aussi beaucoup, quand vous dites un tarif unique, ça concerne aussi, et j'en suis, et c'est pour ça, et je vous dis bravo pour ça, les banlieusards. C'est-à-dire que les banlieusards, ça ne les dépouille pas. Ok, vous pouvez continuer, j'étais obligé de faire cette précision. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, avant, vous pouviez être à Provins, vous pouvez être à Rambouillet, vous pouvez être même à La Courneuve, ça pouvait vous coûter un trajet aller-retour à Paris, 7, 8, 10, même beaucoup plus, et aujourd'hui, voilà, pour 5 €, c'est un aller-retour, et avec Liberté Plus, c'est à peine 4 €. Donc en gros, c'est une vraie révolution. Après, sur le pass Navigo, qui a augmenté légèrement à 88 € et 80 centimes, eh bien, en fait, il faut dire que c'est pas tout à fait le coût réel des usagers. C'est vrai que quand on le paye, c'est prélevé sur le compte bancaire, ou qu'on va tous les mois à l'automate, c'est sûr que voilà, cette somme, c'est conséquent. Mais quand vous êtes travailleur, c'est 50%. Ça peut même monter jusqu'à 75% dans certaines entreprises, et aussi les retraités, on l'a mis en place aussi pour ceux qui ont 62 ans, et bien 50% est pris en charge aujourd'hui. Il y a le tarif imaginaire pour notre jeunesse, d'ailleurs sur notre application de la base, il y a 100 € de remboursement, mais c'est pour dire en gros, voilà, c'est que il y a une tarification unique qui est une vraie révolution dans les transports, qui est dit depuis quasiment 20 ou 30 ans, et à côté un pass Navigo qui est assez raisonné dans son augmentation, parce qu'il y a eu les crises énergétiques, la guerre en Ukraine, le Covid, et donc tout ça aujourd'hui, il y a un accord avec l'État qui fait qu'on préserve le pouvoir d'achat, et que ça c'est important. Il faudra que vous m'expliquiez, Geoffrey, tout ce à quoi j'aurai droit, parce que malgré la limpidité de votre promotion, je n'ai pas tout saisi, mais c'est à cause de mon incurie personnelle. Hein. Moi, honnêtement, j'entends tout ce que vous dites. Il faut faire attention, les transports en commun, c'est nécessaire, etc. Et vous avez raison, bravo pour vos efforts. Moi, je suis juste atterré. Je sais que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ont bossé dans ce sens-là. Je suis tout à fait atterré, encore une fois, de l'état du métro, de l'incapacité, par exemple, si vous êtes une personne en situation de handicap. On en a parlé la dernière fois. C'est absolument révoltant. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que est-ce qu'il y a des investissements qui vont être faits, parce que c'est pas possible. Oui, c'est prévu, et ça a été annoncé au JO, bien sûr, pendant les Jeux paralympiques par Valérie Pécresse, de lancer le métro pour tous à l'horizon 20 ans. Et donc c'est des investissements colossaux en fait pour rendre accessibles nos métros. On parle de milliards d'euros. Donc déjà toutes les nouvelles lignes de métro, la ligne 14 par exemple, qui aujourd'hui va de Saint-Denis à Orly, 100% accessible. Les gares du Grand Paris Express qui vont ouvrir aussi 100% accessibles. Et après il va falloir adapter le vieux métro parisien, qui c'est pas du tout évident, qui a plus de 100 ans. Mais on va avancer dessus. Geoffrey, je veux juste que vous réfléchissiez. On est pris par le temps, oui, je fais très vite. J'ai posé la question à Valérie Pécresse. Je vous donne un exemple. On en a parlé hier soir. Vous allez au Parc des Princes, vous regardez un match de Ligue des Champions. Ça se termine à 22h40. Les gens prennent la ligne 9, le métro. Ils vont sur les stations de RER. Il n'y a plus à 23h30 de RER. Ça veut dire que les gens, ça fait 40 000 personnes au bas mot qui doivent aller par exemple sur un événement à Paris. Je prends celui-là, c'est le plus évident. Il y en a plein d'autres. Ils ne peuvent pas trouver un RER. Si vous ne faites pas quelque chose, ça ne marchera pas. Valérie Pécresse dit si, on fera. Non, vous n'avez rien fait, donc faites. On va faire. Merci. Bon, voilà, non, ça c'est dit. Alors vous avez un petit lancement à faire, hein, je vous signale. Oui, parce que bon, LFI a déjà déposé une censure avant même le 14 janvier prochain, date du discours de politique générale de François Bayrou. Alors combien de temps le gouvernement va-t-il résister à la censure parlementaire? C'est à suivre dans le coup de projecteur des vraies voix. Et puis on vous pose la question sur X, ce nouveau gouvernement va-t-il réussir à faire mieux que le précédent selon vous? Eh bien vous répondez non, chères auditrices, chers auditeurs, à 94%. On sera avec Jean Garriga, qui est historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées, pour en parler. Vous nous appelez au 0826 300 300, on vous attend. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. 18h38 sur Sud Radio, c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. On vous rappelle d'ailleurs nos vraies voix. On est avec Philippe Bilger, magistrat et fondateur de l'Institut de la Parole. L'excellent Geoffrey Carvalho, conseiller régional Île-de-France
France, les Républicains. Et Françoise Degois, qui est éditorialiste Sud Radio. Allez, c'est le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Attention, la mission, si vous l'acceptez, cher François Bayrou, sera de faire mieux que 90 jours. Ceci est le record de brièveté d'un gouvernement sous la Ve République, celui de votre prédécesseur, Michel Barnier. Combien de temps tiendra ce gouvernement Bayrou? Passera-t-il l'étape du discours de politique générale le 14 janvier et celle du vote du budget, a priori mi-février? L'Assemblée nationale censurera-t-elle? Les surenchères sont lancées. Parlons vrai, les débats et les divisions au sein de l'Assemblée nationale vont rendre difficile l'accomplissement des objectifs du gouvernement Bayrou, à moins qu'un consensus large ne se forme autour de ces propositions. La question de ce coup de projecteur, Conseil des ministres ce matin, le premier, le nouveau gouvernement réussira-t-il à faire mieux que le précédent, Judith Belair? Eh bien, vous nous dites non à 94%, ça n'a pas bougé. Pour en parler, on est avec Jean Garrigue, qui est historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Bonsoir Jean Garrigue. Bonsoir. Bienvenue. Alors Jean, je vous pose la question à vous. Je vais rajouter un petit truc. Combien de temps, déjà, est-ce que ce gouvernement va faire mieux? Et combien de temps il va rester, quoi? Est-ce que ça va tenir? Si je le savais, je serais milliardaire. Ah ouais. Bon, c'était la question à 1 million. Au revoir. C'est vrai que ça vaut cher, le fait de le savoir. Non. A priori, on peut se dire que dans la mesure où François Bayrou n'a pas réussi à conclure un accord de non-censure avec les socialistes notamment, il a un socle majoritaire, ou plus exactement minoritaire, mais enfin d'une majorité relative, qui est à peu près le même que celui de Michel Barnier, avec cet élément négatif que les Républicains, le parti de Michel Barnier, étaient mieux représentés qu'ils ne le sont dans celui de François Bayrou. Donc a priori, on peut se dire, finalement, la longévité du gouvernement Bayrou sera moindre que celle de celui de Michel Barnier. Mais il y a quand même des éléments qui, je dirais, peuvent nous faire penser un peu différemment. Le premier, c'est tout simplement qu'il y a déjà eu une motion de censure, qu'il n'est pas évident que les Français aient envie d'une deuxième motion de censure, même si ils le disent dans les sondages. Moi, je suis pas sûr que ces sondages expriment réellement l'envie profonde des Français, qui me semble plutôt être celle d'une forme d'apaisement. Donc ça pourrait être impopulaire. C'est un élément. Et il me semble aussi que du côté du Rassemblement national, on n'a peut-être pas intérêt à faire sauter la banque très très rapidement. C'est peut-être pas pour eux le moment de le faire pour des tas de raisons. Il va y avoir le jugement du procès des assistants parlementaires. Il y a quand même les divisions qu'on perçoit entre, je dirais, d'un côté Marine Le Pen, Jordan Bardella. Du côté Jean Garrigue, oui. on va y revenir. Le principe, vous connaissez, avec les vraies voix. Vous restez bien avec nous. On fait le tour de table avec les vraies voix. On commence avec Philippe Bilger. Réaction, Philippe. Jean Garrigue est rationnellement pessimiste, mais en même temps, il a donné quelques données qui peuvent fournir de l'espoir. Évidemment, il y a déjà une motion de censure. Deuxième élément, il me semble que ce gouvernement contient des personnalités, on l'évoquait tout à l'heure, qui pourront peut-être séduire pas tout le Parti socialiste, mais en tout cas une partie suffisamment importante pour qu'éventuellement il revienne sur sa position initiale. Signé Françoise Degois, disons-le, c'est de la radio. Mais on ne sait jamais. Oui, imaginons Éric Lombard dans la préparation du budget, avec la volonté d'instiller dans cette préparation des éléments de gauche et de conserver ce qu'il faut de droite.
droite, eh bien, on pourra espérer une volonté de concorde. Troisième élément, les Français ont la démonstration d'un gouvernement qui travaille, je dirais, d'arrache-pied. Et dernier élément, malgré la majorité médiatique, je suis frappé de voir ça, qui persiste à répéter en permanence que le gouvernement Bayrou est fragile au point presque de souhaiter voluptueusement sa chute, eh bien moi je crois qu'il y a une chance pour le gouvernement Bayrou. Françoise Degois, on a l'impression que le gouvernement Bayrou il navigue un peu à vue quand même. Hein. Alors d'abord il navigue à vue, il n'y a pas de sagacité, on ne comprend pas vraiment ce que dit. J'adore entendre Jean Garrigue parce que c'est les éléments, mais je ne dis pas du tout que vous les copiez, hein, mais c'est ce que nous rabâche en fait l'Élysée toute la journée. En gros, Marine Le Pen n'osera pas faire une seconde censure et la gauche non plus. Moi je crois déjà que c'est une erreur parce qu'il faut lire Marine Le Pen entre les lignes et on n'a même pas besoin de la lire entre les lignes. Tout porte Marine Le Pen. Marine Le Pen ne cesse de répéter, y compris à la fin du mois de décembre, qu'elle est prête à une présidentielle anticipée, qu'elle s'y prépare et qu'elle censurera autant de fois qu'il sera nécessaire. Marine Le Pen, son électorat n'est pas choqué par la censure. Le seul électorat qui est divisé sur la censure, c'est l'électorat socialiste. Mais pour le reste, vous avez un sondage Odoxa qui sort demain qui est absolument catastrophique pour Emmanuel Macron, pour François Bayrou. Vous avez maintenant 61% des Français qui veulent la démission du président. Donc, pour vous, censure, ça veut dire par la suite obligation de démission? Ça veut dire, pas évident, non, on peut tenter un troisième gouvernement, mais la réalité, si vous voulez, c'est que là où je rejoins Philippe Bilger, d'abord, c'est que je pense qu'il n'y a pas de tabou de censure au Rassemblement national, il n'y a aucun tabou de censure à gauche, sauf peut-être au Parti socialiste où l'électorat est très divisé. Et troisièmement, François Bayrou a fâché les Républicains et quand Laurent Wauquiez dit ce sera texte par texte, il faut entendre ce qu'il dit. Et cinquièmement, à mon avis le plus important, si François Bayrou n'achète pas la non-censure du Parti socialiste, qui fera la différence. C'est si le PS ne vote pas la censure, elle ne passera pas. S'il la vote, elle passera. Même si LFI et le RN sont ensemble, il faut que le rendez-vous qui ont lieu lundi avec Éric Lombard et qui commence, eh bien il faut des choses significatives et pas une espèce de truc oui on va regarder, des choses significatives sur la suspension de la réforme des retraites et le pouvoir d'achat et la fiscalité. S'il n'y a pas ça, le Parti socialiste censurera, c'est évident, et donc Bayrou tombera. On poursuit l'aller-retour avec notre grand témoin de ce soir, Jean Garrigue, je le rappelle, historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Réaction, Jean Garrigue, aux deux premières interventions de nos vraies voix, à la fois Philippe Bilger et Françoise Degois. Oui, j'aime bien que Françoise Degois m'envoie une petite pique pour finalement dire ce que j'avais dit. Donc, ah non, je vois pas. Non, on n'est pas d'accord. Vous pensez qu'il y a Françoise, non mais Jean, vous pensez qu'il y a un tabou de Marine Le Pen sur la censure, c'est ce que vous dites. Moi, je vous dis qu'il n'y en a pas. Réponse de Jean Garrigue. Réponse de Jean Garrigue. Si vous ne me laissez pas parler, allez, on vous laisse, Jean, allez-y. J'aurai un peu de mal. Non, je considère effectivement que parmi les motifs, ils sont rares, de croire à une longévité du gouvernement Bayrou. Il y a, je le répète, non pas le tabou, mais enfin l'idée que une deuxième motion de censure, et je le répète encore, ne serait pas forcément la meilleure stratégie dans l'immédiat pour le Rassemblement national. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, là où il y a évidemment du grain à moudre, c'est du côté du Parti socialiste. Ça me paraît évident, c'est pour là que je rejoins Françoise Degois. Oui. Il faut absolument que ce qui est d'ailleurs une initiative intéressante, celle d'Éric Lombard, aboutisse. Mais ça veut dire aussi que du côté du Parti socialiste, et ça c'est peut-être quand même un point que vous auriez peut-être tendance à éluder, cher François Degois, il faudrait que les socialistes se décident enfin à sortir un tout petit peu des griffes de Jean-Luc Mélenchon et de leur côté à faire preuve de bonne volonté, d'aller vers une véritable culture du compromis qui soit pas simplement des effets de manche, parce que jusqu'à présent ça a été un peu ça. Ce
ce qu'Éric Lombard propose, c'est quelque chose de fort, d'essayer de travailler ensemble sur le budget avec les partis qui sont a priori les partis d'opposition. C'est quelque chose de fort et je pense que ça mérite de la part des socialistes, là aussi, d'essayer de faire les concessions. Par exemple, de ne pas faire de l'abrogation immédiate de la réforme des retraites un tabou. Mais ils vont pas faire ça. Pardon, je précise, ils font pas du tout faire ça. Eux, ce qu'ils demandent, c'est la suspension, le temps qu'on réétudie. Ils ne demandent plus. Les socialistes ne demandent pas l'abrogation. Si vous me permettez de relancer Geoffrey Carvalino, si présent. Geoffrey Carvalino, s'il y a des coupes budgétaires ou des hausses d'impôts qui sont proposées, elles risquent de provoquer déjà des réactions violentes tant de la part des partis d'opposition que des syndicats, et même au sein de la majorité d'ailleurs, si les compromis sont pas assez satisfaisants avec cette histoire de budget. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être satisfaisant pour passer cette étape cruciale? Moi je pense qu'il faut de la stabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que on le voit, cette censure a provoqué quand même un certain séisme sur les marchés financiers. On n'a pas de budget, on ne peut pas faire recrutement de certains agents. S'il n'y a pas un budget voté, 17 millions de Français vont voir leur fiche d'impôt augmenter. 400 000 vont rentrer dans l'impôt sur le revenu. Il y a beaucoup de choses qui ne pourront plus être financées. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être raisonné, chercher la stabilité, qu'on passe un budget le plus rapidement possible. C'est ce qu'il faut. Et je pense que tout le monde doit être responsable aujourd'hui. Si Marine Le Pen le fait encore va sur la censure, eh bien, je pense qu'à un moment donné, les Français vont se rendre compte qu'elle ne veut pas que son pays avance et qu'elle cherche le chaos. Si le Parti socialiste, ça va lui desservir elle. Hein, bien sûr que ça la dessert jamais au-delà, tout. Là, non, mais au-delà d'elle, c'est son pays. C'est notre pays en fait qui va desservir. Si le Parti socialiste vote la censure, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont toujours dans les griffes et dans les mains de Jean-Luc Mélenchon, et qu'en fait, en réalité, c'est qu'ils sont toujours dépendants de leur alliance électorale. Après, chacun doit être là dans sa diversité, mais le pays doit avancer. Les Républicains, qu'est-ce qu'ils font? C'est de dire aujourd'hui, il y a une participation au gouvernement, mais comme a dit Laurent Wauquiez, c'est pas un blanc-seing, ce sera texte par texte, et chacun ira défendre ces choses. Et Philippe Bilger, lui, y croit. Oui, j'aimerais poser une question à Jean Garing. Jean, est-ce qu'au sein des Républicains, la position de Laurent Wauquiez n'est pas structurellement battue en brèche par le fait qu'on a, avec Bruno Retailleau et sans doute sur un autre registre avec Gérald Darmanin, des poids lourds qui ont tendance évidemment à favoriser le maintien au sein du gouvernement Bayrou? Rapidement, Jean, s'il vous plaît, il nous reste peu de temps, on vous écoute. Je le crois profondément. Une fois de plus, Philippe est dans le vrai. On voit bien d'ailleurs la position, la chaîne de Laurent Wauquiez qui joue la carte de l'élection présidentielle de 2027 et qui voit apparaître une concurrence féroce sur son terrain, c'est-à-dire celui au fond, d'une droite qui essaye de gagner des points vers le Rassemblement national. Donc ça va se jouer là-dessus dans cette droite républicaine. Ceux qui seront les mieux aptes à aller séduire une partie de l'électorat du Rassemblement national, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. Et c'est ça ce qui se joue. Mais ça peut être une chance pour François Bayrou, justement, parce que avoir Darmanin et Retailleau en cohérent comme ça, c'est quand même une chose très très rare. Ça peut être un point fort. Merci beaucoup Jean Garrigue. On rappelle que vous êtes historien et président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Merci d'être venu partager avec nous. Merci Philippe Bilger. Merci Françoise Degois. Merci Geoffrey Carvalino. Merci à vous. D'être venu partager ce moment avec nous. Ça y est. Voilà, on se quitte, mais on va se retrouver un de ces quatre quand même. Nous, c'est simple. Dès qu'il y a des vacances, on s'appelle, on se donne rendez-vous ici. Voilà. Allez, on vous embrasse et puis on retrouve Philippe David et Cécile de Ménibus dès lundi. Et tout de suite, c'est Alexandre Priam. Pour le rugby.